Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau live. Aujourd'hui, nous allons parler de comment la perturbation du cycle de l'eau causée par le changement climatique affectera notre demande en eau et comment cette perturbation risque d'accroître certains conflits d'usage autour de l'eau dans différents territoires en France. Et pour mieux se préparer face à ces sécheresses et ces besoins en eau a priori grandissant, il est nécessaire de mieux comprendre comment notre demande en eau va évoluer, non seulement selon différents territoires, donc selon différents bassins versants en France, mais aussi selon différents pas de temps temporels, différents mois euh, à travers l'année. Finalement, il serait important de comprendre quelles activités nécessitent des différents volumes et en fonction de la période de l'année, quelles sont ces activités qui vont stimuler un peu plus cette demande en eau. Pour nous éclairer sur ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Hélène Aramburu, qui est adjointe au directeur du département développement durable et numérique à France Stratégie. Elle est experte des questions relatives à la ressource en eau, à la pollution des milieux et à la protection des milieux naturels. Ensemble, on va essayer de décortiquer un rapport qui est apparu environ il y a un mois, qui s'intitule La demande en eau, prospective territorialisée à l'horizon 2050, qu'on va rajouter en description et qu'on va regarder ensemble tout au long de ce live. Voilà, merci beaucoup Hélène Aramburu d'être présente aujourd'hui et bienvenue sur cette émission. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Génial. Ce que je vous propose, c'est peut-être de commencer par l'origine de cette étude. Euh, Pourquoi cette étude? D'où vient cette étude? Et peut-être par après, on va essayer d'expliquer quels étaient les objectifs, quels étaient les résultats de cette étude. Mais d'où nous vient cette étude? Donc, cette étude elle nous a été commandée en 2023 par la première ministre d'alors, Elisabeth Borne, et elle faisait suite en fait à une année 2022 qui avait marqué les esprits avec des sécheresses importantes partout en France, plus de 1000 communes qui avaient connu des ruptures d'approvisionnement en eau potable. Et donc, le gouvernement s'est dit, on a besoin de connaître l'évolution de la demande en eau dans le futur pour pouvoir anticiper de potentiels conflits d'usage et peut-être infléchir certaines politiques publiques. Donc, à cette époque-là, c'était 2022, hein, c'est ça, où on a connu vraiment de plein fouet des épisodes de sécheresse répétés, mais il y avait également, enfin, on voyait que la perturbation du cycle de l'eau également en 2023, où cette fois-ci c'était plutôt beaucoup trop d'eau. Donc, beaucoup de personnes disent que le réchauffement climatique, le changement climatique, et au fait, va être répercuté dans le cycle de l'eau avec trop peu, trop, à différents endroits. Et tout ça, c'est un peu un mélange qui est très difficile à gérer en tant que société, vu que nous avons besoin d'eau. Nous allons le voir plus tard pour l'irrigation, mais aussi pour différentes fonctions, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, ce qu'on voit, c'est que à l'échelle globale de la France, le changement climatique, ce qu'a montré le service de statistique du ministère de l'écologie, c'est que l'eau renouvelable avait tendance à diminuer. Donc, moins 14% ces dernières années de ressources en eau renouvelables disponibles. Donc, renouvelable, c'est de l'eau qui se renouvelle à partir du cycle de l'eau, c'est-à-dire de l'eau qui est évaporée, qui va se condenser sous forme de nuages et qui va retomber sous forme de précipitation. Donc, on voit que globalement, il y a une diminution de la ressource en eau et qui va aller en s'aggravant. C'est ce que montre le projet Explore 2, piloté par INRAE et l'Office international de l'eau. Voilà, il va y avoir globalement moins d'eau à l'échelle de la France et puis cette eau, elle va être différemment répartie. Ce qu'on voit, c'est qu'on va avoir des sécheresses de plus en plus importantes dans le sud de la France, alors que dans le nord de la France, on risque d'avoir des épisodes assez fréquents de précipitations intenses. Donc, en effet, le problème de l'eau, il va pas devoir être géré de la même façon en fonction de où on se trouve dans le territoire et en fonction de la saison. Parce qu'on risque d'avoir une augmentation des précipitations dans le nord de la France, en particulier en période hivernale. Et je pense que là, c'est un peu la nouveauté, ou en tout cas quelque chose d'assez
qu'il faudrait qu'on note de votre étude, c'est que non seulement on va avoir cette demande en eau, cette prospective en eau pour 2050, mais en tout cas, on voit rarement que cette prospective soit également territorialisée. On va l'expliquer dans une seconde ce que ça veut dire, mais aussi des pas de temps un peu plus courts. Euh, Qu'est-ce que ça nous apprend du coup enfin, c'est quoi les paramètres que vous avez utilisés dans votre étude pour prendre, prendre en compte ces deux points qu'on vient d'évoquer? Oui, ce qu'on voit, c'est qu'habituellement, on parle de demande en eau, on donne une demande en eau annuelle et à l'échelle de la France. Et en fait, ça masque des disparités tant spatiales que temporelles. Donc nous, on a vraiment décidé d'avoir une approche spatiale et temporelle. Donc pour ce faire, on a travaillé sur la France hexagonale et corse, découpée en 40 bassins versants. Alors qu'est-ce que c'est un bassin versant? C'est un territoire sur lequel, quand il pleut, toute l'eau converge vers un même point, vers un même exutoire. Donc on a découpé le territoire en 40 bassins versants avec une certaine homogénéité pédologique et climatique pour pouvoir étudier l'évolution de la demande en eau à cette échelle. Et on a également travaillé à l'échelle non pas de l'année, mais du mois. Parce qu'on voit bien que la demande en eau, elle varie au cours de l'année. Donc, je prends un exemple très simple. La demande en eau d'irrigation, elle se concentre entre les mois de mai et de septembre et elle est pratiquement nulle le reste de l'année. Donc, on voit bien là qu'il y a des effets temporels de la demande en eau. Et donc, on a travaillé à l'échelle du mois de façon à identifier quel mois de l'année et dans quel territoire il pourrait y avoir des tensions sur la ressource en eau. Et donc, pour ce faire, on a utilisé tout un tas de données qu'on a agrégées, des données disponibles généralement, de différentes bases de données sur lesquelles on a travaillé et on a fait des hypothèses de projection d'évolution de la société pour pouvoir simuler quelle pourrait être la demande en eau en France en 2050. Ces bassins versants, est-ce que enfin, ça vient de vous, la définition spatiale? C'est quelque chose de partagé avec les agences de l'eau? Enfin, comment on définit ces éléments de manière objective? En tout cas, est-ce qu'il y a une définition objective ou est-ce que c'est au cas par cas? Alors, c'est un découpage de bassins versants qu'on a réalisé, nous, pour les besoins de l'étude. Il y a d'autres découpages de bassins versants qui sont soit plus agrégés, donc plus grands, soit plus petits. Donc nous, il nous fallait une échelle qui permette d'avoir un territoire relativement important pour diminuer les erreurs liées à la donnée, on n'avait pas forcément de la donnée très fine dans tous les territoires. Donc ça permet de diminuer les erreurs inhérentes à la donnée. Et puis notre idée, c'était d'avoir des territoires plus grands que les territoires qu'on appelle des territoires de SAGE, donc de schéma d'aménagement et de gestion des eaux, qui sont des territoires donc qui sont définis par les agences de l'eau et dans lesquels les acteurs se mettent d'accord pour un partage de la ressource. Et en fait, notre idée, c'était pas de dire, bah, nous, on va faire le travail que font les sages. C'était plutôt de dire, voilà, nous, on donne des ordres de grandeur. On le fait à l'échelle nationale. Après, c'est localement, sur des territoires plus petits, que les acteurs doivent s'organiser pour se mettre d'accord, pour lancer des études et pour se mettre d'accord sur une répartition la plus juste de la ressource en eau. Je vais partager mon écran comme ça les personnes ont une idée de ce que ça représente, en tout cas les 40 territoires, ou en tout cas les 40 bassins versants. On va y revenir dans un instant, en tout cas pour montrer comment étudier ces scénarios, ce qu'ils nous apprennent ces scénarios également. Mais voilà, il y en a une quarantaine, on les voit ici. Euh, donc ça, j'imagine que ça a dû demander pas mal de réconciliation de données, peut-être de modélisation également, enfin, venir chercher plein d'informations qui n'existaient pas, qui ne communiquaient pas entre elles. J'imagine que vous avez toqué à la porte de différentes agences de l'eau, de différents, j'imagine, fédérations agricoles ou que sais-je, enfin, des fois faire des statistiques avec des SAU, donc c'est quoi, surface agricole utile, enfin, j'imagine qu'il y a eu pas mal de moulinage d'informations pour en arriver là, c'est ça? Exactement. Donc, on a agrégé des données de différents services.
On a travaillé bien sûr avec les agences de l'eau, avec les différents ministères concernés, donc le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Écologie. On a travaillé également avec Bercy sur la question des besoins en eau industriels et des entreprises. Donc on a vraiment eu une approche concertée avec les différents acteurs. On a récupéré de la donnée et comme vous le disiez, la donnée, elle n'est pas disponible partout. Donc on a également fait des hypothèses, voire des simulations. Donc, quand je parle de simulation, je parle essentiellement des simulations réalisées pour identifier la demande future en eau d'irrigation. Et qu'est-ce qu'on a fait comme simulation? On a considéré qu'il y a besoin en eau d'irrigation quand une parcelle est irriguée et quand la transpiration de la plante est supérieure à l'eau disponible par les précipitations et l'eau disponible dans le sol. Donc voilà, on a construit un modèle d'irrigation qui nous a permis d'estimer les besoins en eau d'irrigation future en prenant la météo future. Donc à la fois, c'est de la donnée qu'on a projetée en futur, et à la fois, il y a des simulations. Et on a agrégé tout ça, parce que je ne l'ai pas dit, mais on a étudié 7 secteurs, 7 activités humaines. Donc l'irrigation agricole, l'élevage. Donc l'élevage, c'est essentiellement l'abreuvement des animaux et le nettoyage des bâtiments. L'alimentation des canaux de navigation, l'alimentation en eau des ménages, l'utilisation de l'eau par le secteur tertiaire, l'utilisation de l'eau par le secteur industriel et l'utilisation de l'eau par le secteur énergétique, essentiellement le refroidissement des centrales nucléaires. C'est ça, on va revenir dans un instant en montrant les différents résultats. Ce que je propose également, c'est qu'on nous passons un tout petit moment pour expliquer. Donc vous avez fait deux choses différentes. Vous avez mesuré tant les prélèvements que la consommation, et on va voir que les résultats des deux sont très très différents. Je vais mettre ici une slide que vous avez partagée euh, par rapport à la différence des deux. Euh, on va voir dans un instant que les prélèvements et la consommation sont très très différentes. Si on peut expliquer ça en quelques secondes, c'est quoi la différence entre prélèvement et consommation? Alors oui, on a bien fait la distinction entre eau prélevée et eau consommée parce que parfois dans le débat, c'était un peu confus et finalement, selon qu'on regarde l'eau prélevée ou l'eau consommée, ce ne sont pas les mêmes activités qui prélèvent et qui consomment. Donc le prélèvement en eau, c'est le fait de prendre de l'eau dans le milieu pour une activité. Donc le milieu, ça peut être la rivière ou les nappes. Cette eau prélevée, il y a une part qui va être utilisée, qui va être évaporée ou évapotranspirée. Donc évaporée, par exemple, dans un processus de refroidissement industriel, on va avoir une partie de l'eau qui est évaporée. Évapotranspirée, c'est la transpiration des plantes, par exemple, par les cultures. Et donc, on appelle ça l'eau évapotranspirée. Donc, cette eau évaporée et évapotranspirée, c'est cette part-là qu'on va appeler l'eau consommée. Le reste de l'eau qu'on va utiliser, on va le rejeter dans le milieu. Et donc, on fait bien la distinction entre le prélèvement, c'est-à-dire la quantité d'eau qu'on prélève dans le milieu, et la partie consommée, c'est-à-dire la partie qui ne sera pas directement restituée au milieu. Et ça ne veut pas dire que l'un est plus important que l'autre. Nous, on pense que les deux sont importants et c'est pour ça qu'il faut à chaque fois donner les résultats en prélèvement et en consommation. Parce que le prélèvement, même s'il rejette un prélèvement peut restituer la majorité de l'eau prélevée, il n'est pas sans conséquence pour le milieu. L'eau rejetée, elle peut être dégradée en qualité, donc par exemple de l'eau réchauffée dans le cas de refroidissement de centrales nucléaires. Elle peut être polluée, par exemple l'eau que nous, les ménages, on utilise et qu'on va ensuite rejeter. Elle peut subir un décalage spatial, c'est-à-dire que l'eau est prélevée dans un milieu et rejetée dans un autre milieu. Et elle peut subir un décalage temporel, c'est-à-dire que l'eau prélevée, je vais l'utiliser, la stocker, la garder et la restituer dans le milieu plusieurs mois plus tard. Et donc, ça aura un effet sur les milieux aquatiques et sur les usages aussi en aval de ce prélèvement. Donc ça va être les retenues d'eau ou enfin quelque chose d'un peu plus qui capte l'eau. Donc ici, si on regarde ce schéma-là, on va avoir l'eau prélevée qui va être ce qu'on pompe réellement, disons, de la ressource. Et puis, comme vous avez mentionné, bah, il y a évidemment également des fuites à tous les processus. Il y a certaines fuites et qui retournent vers le milieu un peu tout le temps. Mais c'est réellement cette différence entre
ce qui est utilisé et finalement qui n'est pas fuité, qui va devenir de l'eau consommée, c'est ça? C'est ça, c'est ni ce qui repart sous forme de fuite, ni ce qui est rejeté dans le réseau, par exemple le réseau d'assainissement, et c'est la différence qui constitue la part consommée. Et donc c'est une part qui reviendra pas directement dans le milieu, là on l'a prise. Donc c'est une perte nette pour le milieu. On répète ces termes parce que c'est important de se dire, nous en tant que ménage, on pense que consommation, c'est notre compteur qui parle de mètres cubes d'eau consommée, mais c'est pas réellement ça. Enfin, dans ce cas-ci, c'est pas exactement de ça qu'on parle. Et c'est pour ça qu'il y a une confusion, parce que c'est vrai qu'on parle de consommation des ménages, on parle d'eau consommée, mais en fait, la majorité de l'eau qu'on prélève, nous, pour nos besoins en tant que ménage, on la rejette dans le milieu, donc c'est une toute petite partie, supérieure à 10% à peu près, qui est réellement consommée par les ménages. Je propose de regarder déjà les résultats. Donc pour 2020 déjà faire la différence. Comme on a dit, prélèvement et consommation, ce n'est pas la même chose. Et on voit qu'en termes de quantité, c'est aussi un facteur 6 environ entre combien on prélève et combien est consommé, c'est-à-dire est perdu finalement, enfin est réellement soustrait du cycle de l'eau si on veut, pour une certaine période. C'est quoi les grands... donc on a parlé des différents secteurs. Quelle est la différence de ces secteurs en fonction de si on regarde des prélèvements et des consommations? Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, en fonction de est-ce qu'on parle de prélèvement ou de consommation, ce ne sont pas les mêmes secteurs qui ont un poids dans les prélèvements et qui ont le même poids dans les consommations. Donc, si je regarde en prélèvement, chaque année, on prélève entre 30 et 31 milliards de mètres cubes pour nos activités humaines. Sur cette quantité, sur ces 30 milliards de mètres cubes, il y en a à peu près la moitié qui sont destinés au refroidissement des centrales nucléaires. Et donc, si je regarde le prélèvement, le premier secteur qui prélève en France, c'est le secteur énergétique pour le refroidissement des centrales nucléaires. Maintenant, quand je regarde la consommation, donc on consomme à peu près 4,5 milliards de mètres cubes par an. Et donc là, si je regarde qui consomme, plus de 60% des consommations le sont pour l'irrigation agricole. Et ce qui est normal en fait, puisque quand j'irrigue, l'eau, elle est destinée à ma plante qui va absorber l'eau et qui va l'évapotranspirer et produire de la biomasse. Donc voilà, on voit bien que en fonction de si on parle de prélèvement, c'est l'énergie. Si on parle de consommation, le premier secteur, c'est l'irrigation. Donc c'est pour ça que c'est très important de considérer à la fois les prélèvements et les consommations. Et on voit par contre, par exemple, pour les irrigations, pour l'irrigation, pardon, les prélèvements, pardon, les irrigations sont quand même présentes dans les prélèvements. Ce n'est pas quelque chose d'exclusif. On va trouver, par exemple, une activité qui se trouve uniquement dans le prélèvement ou uniquement dans les consommations. On peut trouver la même chose, par exemple, le résidentiel également. On voit que quand même, il y a certaines parts, entre guillemets, qui sont de la consommation et d'autres parts qui sont des prélèvements. Il y a toujours, dans un prélèvement, il y a toujours une part qui est consommée. Mais cette part consommée, elle peut être plus ou moins importante. Par exemple, pour l'irrigation, la part consommée, c'est à peu près 90% du prélèvement. Pour les ménages, ça va être une dizaine de pourcents du prélèvement. Et pour l'énergie, en fonction du type de circuit de refroidissement, la consommation, ça peut représenter que 1% du prélèvement. Donc on voit bien que tout secteur prélève et tout secteur va consommer, mais la part de consommation par rapport au prélèvement, elle varie en fonction de l'activité que l'on étudie. Et il y a un autre peut-être secteur qui est moins connu par le grand public, je pense, qui sont les canaux. Ça représente quoi exactement ici, les canaux? Alors les canaux de navigation sont des prélèvements très importants. Et ils sont très localisés en fait dans le nord de la France. Donc là, on a l'impression, voilà, toujours cette question de si on regarde les chiffres à l'échelle de la France, on a des canaux qui représentent à peu près 18% des prélèvements totaux. Mais quand on regarde à l'échelle des territoires, il y a bien sûr des territoires du nord de la France dans lesquels le secteur des canaux, l'alimentation des canaux représente une part beaucoup plus importante.
Et les canaux, ils évaporent une petite partie de l'eau, mais ils restituent en fin de canal la majorité d'eau au milieu. Et donc, c'est pour ça que les canaux prélèvent beaucoup, mais consomment peu. Et ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'effet sur les écosystèmes, bien sûr. Donc si on fait ce travail cette fois-ci spatialisé, territorialisé avec ces fameux 40 bassins versants, donc en effet on voit, comme vous venez de mentionner, les canaux qui sont ici en bleu, on va les voir plutôt ici, entre guillemets, dans cette diagonale-ci, c'est ça? Voilà, on les voit assez bien dans le bassin versant tout au nord de la France, qui est le bassin versant de l'Escaut. On le voit dans les bassins versants de l'Oise, de la Marne. Voilà, les canaux vont être importants et donc la partie bleu moyen va être relativement importante. Alors que si on regarde d'autres bassins versants, là, il n'y a pas de canaux de navigation et donc il y a peu de prélèvements, enfin, il n'y a pas de prélèvement pour les canaux de navigation. Donc, à l'inverse, on voit que la partie orange, donc qui représente le secteur énergétique, est très, très importante dans la vallée du Rhône. Et pourquoi? C'est parce qu'on a de nombreuses centrales nucléaires dans la vallée du Rhône. Et donc là, on va avoir, du fait de l'activité, des prélèvements importants pour l'énergie. Puis à l'inverse, ce qu'on voit, c'est que dans le sud-ouest, il y a plutôt du bleu turquoise. Et donc là, c'est plutôt des prélèvements pour l'irrigation. Et dans le sud-ouest, une irrigation à 80% de maïs. Donc on voit bien que les prélèvements, ils ne sont pas les mêmes ni en quantité, ni en typologie de secteurs qui vont prélever en fonction du territoire. Et ce qui est normal, c'est qu'on n'a pas développé les mêmes activités partout sur le territoire. Donc ça reflète en fait l'aménagement du territoire. Oui. Mais c'est vrai que c'est assez frappant quand on voit ces cartes. Je trouve que c'est toujours utile de non seulement d'avoir bah, le volume en taille de disque, mais aussi les différentes, enfin les camemberts qui sont différents. C'est vrai que ça parle énormément. On aurait pu se dire, ah bah tiens, je regarde par exemple en Bretagne où ça aurait pu être, on se dit qu'il y aurait beaucoup d'élevage, mais au final l'élevage c'est qu'un quart, disons, de ce camembert-ci. On voit d'autres endroits où c'est les canaux, je n'aurais jamais soupçonné par exemple, ou je ne l'aurais jamais placé quelque part dans la carte. Et c'est vrai que cet exercice nous permet de regarder ça. Ici, vous avez en effet reparlé de ces éléments, et je pense que c'est aussi quelque chose de, quand on parle de climat, les climats de ces différentes zones ne sont pas les mêmes, et donc bah, les besoins ou les conflits d'usage vont être différents en fonction de chaque endroit. Enfin voilà, ça se complexifie. Au plus on creuse, au plus ça se complexifie, parce que on peut faire le même exercice également de manière temporelle, pas de manière spatiale, ou en tout cas faire ça de manière spatio-temporelle. Ici, on voit vraiment côte à côte les prélèvements avec les consommations, et on voit que, comme mentionné, c'est l'irrigation qui va prendre la majorité de la consommation dans tous les territoires. Et c'est même aussi assez frappant, quoi. L'énergie disparaît, entre guillemets, ou en tout cas est très faible, même enfin, le long du Rhône, là où il y a les centrales nucléaires. Tout à fait. Donc on peut faire ce même exercice, comme on disait, de manière temporelle cette fois-ci. Et autant pour les prélèvements, on va avoir peut-être une ligne, une tendance plus ou moins constante le long de l'année, avec quand même un tout petit peu le mois de juillet qui se dénote, mais quand même le mois de janvier, on voit qu'il est quasi tout autant important. C'est parce qu'on a besoin de plus de chaleur, c'est parce qu'on a besoin de plus d'électricité ou... Exactement. C'est que les prélèvements pour l'énergie sont plus importants en hiver et moins importants en été. Et à l'inverse, les prélèvements pour l'irrigation sont quasi nuls en hiver et sont importants en été. Et donc finalement, les deux se compensent. Donc quand on regarde ce qui se passe à l'échelle de l'année, on a des variations entre les mois, mais qui oscillent autour d'une valeur moyenne. Ce qu'on voit ici, c'est juillet, mais là, on vous a représenté une année, l'année 2020, qui a été une année très très sèche au mois de juillet, avec un déficit pluviométrique de l'ordre de 60% par rapport à la normale. Et c'est pour ça qu'on a un mois de juillet, on a une demande en eau d'irrigation qui était très élevée.
Et donc, ce qu'on voit, c'est que si on regarde les prélèvements, on a des prélèvements relativement stables. En revanche, si on regarde les consommations, eh bien là, on a un pic, on a une concentration des consommations entre les mois de mai et septembre, mais ce qui est normal puisque la consommation est essentiellement portée par l'irrigation. Euh, Est-ce que là-dedans, par rapport aux consommations, vous avez également fait un travail par rapport à quel type d'irrigation, pour quelle culture, etc., etc. Est-ce que c'est assez évident ou ce travail reste encore compliqué? Non, non, on a également regardé pour quelle culture on irrigue, à quoi sont destinées les cultures. On irrigue, il y a une grosse partie en France de l'irrigation qui est liée à l'irrigation du maïs, surtout dans la zone sud-ouest ou dans certains bassins versants, 80% de l'irrigation est dédiée au maïs. On irrigue aussi pour les vergers, pour les légumes et on irrigue aussi certaines céréales. On a également regardé à quoi étaient destinées finalement ces cultures. Est-ce qu'elles étaient destinées à alimenter des animaux? Est-ce qu'elles étaient destinées à alimenter des humains? Est-ce qu'elles étaient destinées à produire des biocarburants, à alimenter la chimie? Parce qu'il y a aussi des cultures d'amidon pour alimenter la chimie. Donc on a regardé et finalement ce qu'on voit, c'est qu'on a à peu près la même proportion d'irrigation. Enfin, la majorité de l'irrigation est destinée à alimenter des cultures pour alimenter les animaux ou pour des humains, à peu près dans les mêmes proportions, les deux. Mais donc, c'était un résultat assez surprenant, c'est qu'on utilise autant d'eau pour irriguer des cultures destinées à alimenter les animaux que pour irriguer des cultures qui vont directement alimenter nos sociétés. Et pour enfin, tout ce qui est énergie, enfin, pour l'énergie, est-ce que ça Non, compte ça, quasi rien? c'est très faible. C'est de l'ordre de 5% des volumes d'irrigation qui sont liés au secteur énergétique 5% à peu près à la chimie. Donc, on a 80% de l'irrigation qui est dédiée à l'irrigation des cultures, soit pour l'alimentation humaine, soit pour l'alimentation animale. Et sur ces 80%, c'est à peu près moitié pour l'un et moitié pour l'autre. Mhm. Et bon, j'imagine que ce serait intéressant, peut-être dans le futur, de recroiser avec les importations indirectes en eau, enfin les tourteaux de soja, enfin plein d'autres choses que nous importons en France. Euh, J'imagine que si nous faisions une empreinte hydrique, euh, les consommations, enfin les secteurs qui sont les plus responsables de la consommation pour l'irrigation, bah, ça changerait un peu, j'imagine, entre humain et bétail. Oui, alors ce qu'on voit, c'est qu'en effet, nous, on a une agriculture exportatrice, donc on exporte des cultures et donc on exporte de l'eau. Donc c'est à peu près une trentaine de pourcents des volumes d'irrigation qui sont destinés à des cultures qui vont être exportées. Mais on importe aussi des cultures qui ont été irriguées et on est plutôt en France importateur net d'eau. Donc on importe plus d'eau à travers les importations de denrées agricoles qu'on en exporte. Et en plus, ce qu'il y a, c'est qu'on importe à peu près 50% des fruits et des légumes que nous consommons, parce qu'on a beaucoup perdu en surface de maraîchage et de verger ces 50 dernières années. Et donc, on importe beaucoup de fruits et de légumes et on les importe en plus de pays qui sont en stress hydrique. Donc, il y a beaucoup d'importations d'Espagne et du Maroc des pays qui manquent d'eau réellement, qui sont beaucoup plus en situation de stress hydrique que la France. Donc voilà, je pense qu'il est important de regarder la quantité d'eau importée, la quantité d'eau exportée, mais aussi d'où on importe nos fruits et nos légumes. Et ça risque d'être d'autant plus vrai dans le futur. Ce qui me permet de rebondir sur le fait que ça, c'était un peu le diagnostic pour l'année 2020. Et évidemment, vous avez utilisé ce diagnostic comme point de départ pour la prospective pour l'année 2050. Là-dedans, vous avez développé trois scénarios euh, pour, enfin, le live précédent, il y a une semaine, c'était sur la prospective, cette fois-ci sur l'énergie.
l'énergie-climat sur les quatre différents scénarios qui existaient pour l'ADEME, mais aussi par Negawatt, mais aussi par Shift Project. Enfin voilà, il y a un nouveau site qui s'appelle Comprendre 2050. Et on expliquait dans cet épisode-ci que évidemment la prospective et les scénarios ne sont pas là pour euh, deviner combien on aura besoin d'eau, mais plutôt essayer de nous faire comprendre les paramètres cadres ou en tout cas les conditions limites de si on active certains leviers, certaines politiques, ce que ça va représenter en termes de demande en eau. C'est ça aussi pour cette étude-ci? C'est tout à fait ça. L'idée, ce n'est pas de faire de la prévision. Nous, on dit pas ça va être comme ça en 2050 et on aura besoin de tant d'eau en 2050. C'est de construire des scénarios d'usage très contrastés et de dire en fonction de choix de société structurants, voilà quelle pourrait être la demande en eau. Mais il y a une infinité de scénarios prospectifs qu'on aurait pu étudier. Là, on en a utilisé 3 contrastés pour justement montrer quelle pourrait être la demande en eau en fonction de choix de société. Donc il y a trois grands scénarios étudiés. Le tendanciel, c'est si on suit ce qui s'est passé de aujourd'hui de 2010 à 2020. Et puis les deux autres, ils ont été définis comment exactement? Alors, il y a le deuxième scénario qu'on a appelé le scénario politique publique qui simule la mise en place des politiques publiques récemment annoncées. Donc, par exemple, on va simuler une réindustrialisation massive en France. On va simuler le développement d'EPR en France. On s'est beaucoup inspiré pour ce scénario de la stratégie nationale bas carbone construite par le ministère, donc par exemple sur les choix énergétiques. Donc voilà, donc on va prendre ce qui a été récemment annoncé, donc les trois dernières années, et on va simuler si ces politiques publiques fonctionnent, si les objectifs sont atteints. Voilà en 2050 quelle pourrait être la demande en eau. Donc avec ces deux, trois points, réindustrialisation, construction des EPR, on peut directement faire tilt dans notre tête beaucoup plus de prélèvements pour l'énergie, j'imagine, et la part de l'industrie qui augmente, ou en tout cas qui demande plus de prélèvements en eau, quoi, c'est ça? Oui, en effet, on va avoir une part de l'énergie, enfin une augmentation de la demande en eau pour plutôt le secteur industriel. L'énergie, comme on va fermer des centrales nucléaires qui arrivent en fin de vie, on n'aura pas forcément une augmentation de la demande en eau puisque l'ouverture d'EPR va compenser la fermeture de centrales nucléaires plus anciennes. Et on va avoir aussi dans la stratégie nationale bas carbone, il y a une végétalisation de l'alimentation des Français. Donc, on va avoir aussi un changement des surfaces agricoles, des cultures, et donc une différence en termes de demande en eau de demande en eau d'irrigation, pardon, par rapport au scénario tendanciel. Mhm. Et on va en venir un peu plus tard par rapport à qu'est-ce qui est choisi comme type d'alimentation, même si ça devient végétalisé. Enfin, j'imagine que ça a pas mal d'impact si on choisit de manger une alimentation végétale plus ou moins demandeuse, enfin, qui requiert énormément d'eau ou pas. Mais avant ça, peut-être la rupture. Le troisième scénario, lui, il a été défini ou pensé comment? Alors lui, il s'inspire vraiment du scénario coopération territoriale de l'ADEME. Donc si vous l'avez vu, c'est pas le scénario frugal, le S1, c'est le deuxième, le S2. Et donc c'est une société qui est sobre dans l'ensemble des secteurs, sobre dans sa consommation, sobre dans ses déplacements, avec une forte végétalisation de l'alimentation, puisqu'il y a une diminution de 50% de la consommation de viande, par exemple. Donc voilà, c'est une société sobre et donc un scénario très contrasté par rapport au scénario tendanciel et politique publique. C'est ça. Donc ça, c'est les quatre scénarios de l'ADEME qui ont été également présentés la semaine passée. C'est vrai que ça aurait pu, enfin, ce serait intéressant de voir est-ce que le numéro 2, est-ce qu'il serait quelque part là-dedans également? Est-ce qu'il serait technologie verte plutôt? Ou est-ce qu'il serait encore autre chose? Ou où est-ce qu'on le placerait? C'est en effet, il serait un peu différent de technologie verte. Il serait peut-être le scénario politique public entre le scénario 2 et le scénario 3. Euh,
Voilà, mais on va dans le prochain exercice de prospective de l'ADEME, là, Transition 2050, qui sont en train de réactualiser, on va pour chacun des scénarios déterminer la demande en eau. D'accord, Donc on aura ces résultats-là. d'accord. Euh, et, et comment vous avez pressenti ces scénarios, enfin, ou en tout cas, quelle a été la raison de choisir ces trois scénarios plus que d'autres, enfin, ou quel a été le rationnel derrière tout ça? Est-ce que c'était ce qui vous semblait être le plus, le, explorer le champ des possibles, les plus probables, enfin, comment vous vous êtes posé la question sur, on va faire des scénarios, mais comment les choisir? Alors plutôt explorer le champ des possibles, parce que comme je disais, ils sont très contrastés. Alors le scénario tendanciel, c'est un scénario très classique, hein, qu'en prospective, on étudie très souvent, qui permet de regarder s'il n'y a pas d'inflexion dans ce qui se passe actuellement. Voilà quel pourrait être le futur. Après, nous semblait intéressant d'avoir à l'opposé un scénario de sobriété. Donc c'est pour ça qu'on s'est appuyé sur un des scénarios de sobriété de l'ADEME. Et puis au milieu comme c'était une demande de gouvernement, de regarder aussi si les objectifs sont atteints en termes de stratégie nationale bas carbone, de réindustrialisation, de construction d'EPF. Voilà quelle pourrait être la demande en eau dans le futur. Donc là, c'était plutôt informationnel pour, euh, pour, euh, pour le gouvernement. Je vais partager ici, si on doit faire, enfin, j'imagine que ça, c'est les fourchettes ou en tout cas tous les paramètres à prendre en compte lorsque nous faisons une perspective. Donc, il y a ces trois scénarios, le tendanciel, politique publique, rupture. Puis, nous avons mentionné tout à l'heure les sept différents secteurs qui prélèvent et qui consomment de l'eau. Et puis, vous faites différents horizons temporels. Et puis également, il y a un autre point qui serait peut-être important de souligner ici. C'est quoi cette partie, cette boîte irrigation? Elle nous raconte quoi? Oui, mais l'irrigation, en fait, elle dépend des projections climatiques et des conditions météorologiques de l'année. Donc, pour évaluer la demande en eau d'irrigation, nous avons étudié deux projections climatiques possibles dans le futur, mais qui sont très différentes. Donc, ces projections climatiques, elles sont issues du projet Explore 2. Donc, la projection qu'ils appellent la projection jaune, qui se caractérise par des changements futurs relativement peu marqués, tandis que la projection climatique qu'ils appellent violet, elle se traduit par un fort réchauffement dans le futur et de forts contrastes saisonniers. Donc voilà, donc on a pris deux projections climatiques contrastées sous le scénario d'émission du GIEC qu'ils appellent RCP 8.5 dans le jargon. Et donc, c'est le scénario le plus pessimiste du GIEC. Donc, c'est si les émissions continuent au rythme actuel. Ensuite, Ouais. au sein de ces scénarios climatiques, bah, en fonction de l'année, si j'ai une année très sèche ou très pluvieuse, je ne vais pas avoir les mêmes besoins en eau d'irrigation. Donc, on a sélectionné à l'horizon temporel, soit 2030, soit 2050, on a sélectionné soit une année qui est marquée par un printemps-été très sec, soit une année qui est marquée par un printemps-été pluvieux. Et ça nous permet d'avoir une fourchette de la demande en eau d'irrigation en fonction de la typologie ou de la pluviométrie de l'année. En gros, c'est le pire des cas, ce serait violet sec, disons, et le moins pire des cas serait jaune pluvieux, quoi. C'est un peu ça. Tout à fait, exactement. Ouais. Euh, donc évidemment, ça, j'imagine que au plus on rajoute des paramètres, ça nous rend de plus en plus incertains, mais ça nous permet de comprendre, j'imagine, jusqu'où l'intervalle d'incertitude pourrait s'allonger, quoi. En tout cas, quelles sont les conditions les plus improbables qu'on pourrait avoir si on rajoute toutes les pièces du puzzle qui pourraient aller vers le bien ou vers le mal, quoi. Alors nous, ce qu'on choisit de présenter généralement, c'est la projection climatique violet pour une météo marquée par un printemps-été sec. Parce que on se dit que voilà, si on veut anticiper des conflits, si on veut entrer dans une logique d'adaptation, il faut s'imaginer le scénario du pire. Oui, et si nous avons besoin que ce soit des investissements, que ce soit des infrastructures, que ce soit des changements radicaux de mode de vie, bah, si on les fait avec le scénario le plus optimiste, c'est vrai que nous allons certainement pas nous bouger suffisamment rapidement.
Donc on voit, on va peut-être pas forcément passer en revue ceci, mais l'idée c'est que donc dans chacun de ces points, dans chacun de ces secteurs, il va y avoir en fonction du scénario, euh, est-ce que ça va être plus ou moins grand, est-ce que ça va s'arrêter, est-ce que ça va être la même chose que maintenant, est-ce que ça va diminuer, augmenter, etc., etc. Donc j'imagine que vous avez une matrice comme ça entre les trois scénarios, les différents secteurs, et puis plus, des moins moins, ou des égaux, quoi. Et Oui, tout le, à fait. et le X, c'est qu'il n'existe plus. Exactement. Donc voilà, on a regardé pour chaque secteur, les 7 secteurs, qu'est-ce qui était important, qu'est-ce qui était la cause du prélèvement en eau. Donc par exemple, ici, pour l'énergie, c'est lié à la quantité d'énergie produite, donc production nucléaire, et c'est lié au type de circuit de refroidissement des centrales nucléaires. Est-ce qu'ils sont en circuit ouvert et en circuit fermé? Et donc voilà. Et on a fait ça pour tous les secteurs. On a regardé ce qui était un déterminant dans les prélèvements en eau et on a fait varier ces déterminants en fonction du scénario d'usage. Alors je propose qu'on aille directement dans les résultats. C'est cette fois-ci de ces trois scénarios. Euh, on va voir ici le 2020. Il s'agit de prélèvement, hein. On va voir 2020. Et puis le scénario tendanciel, étonnamment, ou en tout cas, je pensais que on allait avoir un prélèvement d'eau beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Et on voit que ce n'est pas forcément le cas. Mais par contre, il y a une répartition, enfin une re-répartition, un battement des cartes. On voit que c'est plutôt l'irrigation qui va prendre le dessus par rapport à l'énergie qui aujourd'hui est le cas. Euh, Comment ça s'explique, ou pourquoi il y a ce changement ou cette répartition qui change? Oui, donc ce qu'on voit, c'est qu'en effet, la diminution des prélèvements pour l'énergie compense l'augmentation des prélèvements pour l'irrigation. Augmentation des prélèvements pour l'irrigation qui sont liés essentiellement à deux facteurs. Au fait qu'il va moins pleuvoir dans le futur, notamment dans le sud de la France. Donc, on va besoin d'avoir on va avoir besoin de plus irriguer pour maintenir les mêmes rendements. Hmm. Et en plus, pour faire face en fait à ces périodes de sécheresse, ce qu'on voit et ce qu'on voit déjà actuellement, hein, c'est que les exploitants vont de plus en plus s'équiper en matériel d'irrigation. Donc, de plus en plus de surfaces vont être irrigables, équipées en irrigation. Donc, ces deux facteurs vont faire qu'on va avoir une augmentation relativement importante de la demande en eau d'irrigation. A contrario, on observe une diminution de la demande en eau pour le refroidissement des centrales nucléaires. Et ça, c'est lié au fait que les centrales nucléaires en fin de vie sont fermées. Donc, celles qui arrivent à l'âge de 70 ans sont fermées. Et donc, on aura une diminution des prélèvements pour le refroidissement des centrales nucléaires. Mais ce que je dis toujours, c'est que ce schéma, finalement, il masque toute la variabilité qui est spatiale et temporelle parce qu'on va avoir une augmentation d'irrigation qui ne va pas se faire dans le même territoire que dans le territoire dans lequel on observe une diminution des prélèvements pour le refroidissement des centrales nucléaires. Et là-dedans, il y a aussi une baisse de la demande de chauffage éventuelle avec les scénarios de projection climatique violets. Enfin, le fait que, comme il fera plus chaud, on aura besoin de moins de chauffage en hiver, et du coup, moins de besoins énergétiques également, ou ça rentre pas là-dedans? On va peut-être avoir besoin moins de chauffage en hiver, mais s'il fait plus chaud, il y aura peut-être plus de climatisation. On va avoir une électrification de la société. Donc, en fait, tout ça va plus ou moins se compenser. On a un développement des renouvelables. Enfin, voilà, Mhm. il y a un mix énergétique qui change aussi. Donc. Et si on regarde par rapport aux deux autres scénarios, cette fois-ci, on voit clairement, bah, au fait, qui paraît inévitable, entre guillemets, dans les trois scénarios, c'est quand même l'irrigation. J'imagine que plus ou moins une alimentation végétale va faire baisser un tout petit peu l'irrigation, mais on voit que dans l'élevage, ceci n'est pas énormément répercuté. Enfin, on voit que ça existe dans les trois cas et que ça ne consomme pas énormément, enfin, ça prélève pas énormément, mais c'est réellement l'énergie qui va plus ou moins être déterminante dans tout ça.
Oui, l'énergie donc qui baisse fortement dans le scénario de rupture parce que on a une société très sobre, donc des besoins énergétiques moindres, un fort développement des renouvelables et dans politique publique, il y a une construction d'EPF, donc une production énergétique qui est à peu près similaire à enfin, l'énergie nucléaire que la production actuelle. Mais ce qu'on a, c'est qu'on a une modernisation des circuits de refroidissement, donc avec des prélèvements moindres sur les nouveaux circuits de refroidissement pour la même quantité d'énergie produite. Et donc pour l'irrigation, en revanche, en effet, ce qu'on voit, c'est que dans tous les scénarios, on a une augmentation de la demande en eau d'irrigation, mais qui est quand même moindre dans le scénario de rupture, puisqu'elle double dans le scénario tendanciel et elle est de l'ordre de 40% dans le scénario de rupture. Et donc, dans le scénario de rupture, cette demande en eau d'irrigation est relativement contenue parce qu'on a en effet un changement des surfaces agricoles lié au changement alimentaire. Mais on a aussi simulé une régulation du développement des équipements d'irrigation. Ce que je disais, c'est qu'on a un fort développement des équipements en irrigation dans le scénario tendanciel et dans le scénario politique publique pour compenser la baisse de pluviométrie. Dans le scénario de rupture, on a toujours un développement de l'équipement en irrigation, mais qui est davantage régulé, ce qui permet de diminuer la demande en eau d'irrigation. Et puis, on a des pratiques agroécologiques qui vont permettre de mieux stocker l'eau dans les sols, donc de diminuer la demande en eau d'irrigation. Voilà, il y a des changements de pratiques, des changements de surface et une régulation du développement de l'irrigation qui vont permettre de contenir en fait cette croissance. Comme on a dit il y a quelques secondes, évidemment, tout ça cache énormément de subtilités spatio-temporelles. On peut regarder par exemple les résultats cette fois-ci par bassin versant. Euh, donc, comme on avait dit tout à l'heure, il y a le sud-ouest qui va continuer par rapport à l'irrigation. Le long du Rhône où on va avoir les centrales nucléaires euh, et enfin d'autres endroits, que ce soit les canaux ou autres. Et donc les différentes couleurs ici ne représentent pas une quantité absolue de prélèvements, mais plutôt une différence relative, une évolution relative par rapport à 2020. Et donc on voit que dans certains endroits, il y aura une réduction, alors que dans d'autres, certainement aux endroits d'irrigation, c'est là où on aura une augmentation euh, du prélèvement. C'est comme ça qu'on peut lire les trois cas. Oui, tout à fait. On a une augmentation donc de la demande en eau dans le sud-ouest de la France liée essentiellement à la croissance de la demande en eau d'irrigation et une diminution de la demande en eau pour l'énergie dans la vallée du Rhône, mais aussi dans la vallée du Rhin, liée à une diminution de la demande donc pour le refroidissement des centrales nucléaires, soit à la fermeture de centrales nucléaires en fin de vie, qui arrivent en fin de vie, soit liée à la modernisation des circuits de refroidissement. Et quand on regarde donc la couleur ici des évolutions, on voit que ça va quand même jusqu'à 200% en plus de 2020. Donc pour tout ce qui est orange, enfin, orange foncé, disons. Donc c'est quand même assez important. Et en vert foncé, ça va être jusqu'à moins 100%. euh, donc entre moins 50 et moins 100%. Euh, donc on voit que les fourchettes, c'est quand même très large en fonction du scénario et des politiques qui sont prises. On peut réellement voir un impact, quoi. C'est pas juste euh, quelque chose, une variable d'ajustement, c'est réellement profond les changements qui peuvent exister grâce à tout ça. Oui, puis on voit bien un gradient entre le scénario tendanciel et le scénario de rupture, et puis un scénario intermédiaire, le scénario politique publique. Oui, alors que quand même, c'est aussi, enfin, autant je trouve qu'il y a peu de différence entre le tendanciel et politique publique, autant on en voit une très marquée entre politique publique et scénario de rupture, ou tendanciel et scénario de rupture. Donc j'imagine que c'est quand même non négligeable. Et ici, c'est le scénario S2 de l'ADEME et c'est pas le S1. Donc on pourrait s'imaginer qu'avec la génération frugale, ça serait beaucoup plus de, de diminution ou de réduction de demande. Tout à fait. Euh, J'imagine que vous avez fait ces résultats. Ils ont été, enfin, on peut regarder par après, hein, enfin, il y a, je mets ici par bassin versant,
on peut voir les différentes évolutions. Donc c'est intéressant en fonction de où on habite et si on a de la famille qui est dans l'agriculture ou si on a de la famille qui travaille dans un de ces milieux. C'est toujours intéressant de voir euh, versant par bassin versant ces éléments qui se trouvent ici en slide, mais qu'on peut également retrouver dans les fameuses cartes de prospective qu'on avait montrées au préalable. Nous voyons les trois scénarios tendanciels, enfin les trois scénarios mentionnés. Une fois qu'on fait cet exercice de prospective, l'idée c'est quoi avec ça? Enfin, ou comment il a été utilisé, par qui il est utilisé? C'est quoi le but maintenant de ce rapport-ci? Comment il va se, s'infiltrer dans le débat, qu'il soit démocratique, politique ou autre? L'objectif, c'est de montrer en effet qu'en fonction de choix de société, on n'aura pas la même demande en eau dans le futur. Et ce qu'on voit, ce qui ressort, hein, c'est que sans inflexion des politiques actuelles, il y a des bassins versants dans lesquels l'augmentation des prélèvements et des consommations pourrait être très très importante. Donc, multiplication par deux, par exemple, des consommations dans certains bassins versants. Donc ça, c'est le grand résultat. Donc ça appelle à mettre en place des politiques publiques ambitieuses et peut-être plus dans certains bassins versants. Mais après, comme je le disais, c'est au territoire, aux acteurs du territoire de se mettre autour de la table et de discuter pour construire une répartition de l'eau la plus juste possible en prenant en compte aussi les besoins du milieu. Ici, on parle beaucoup d'usages anthropiques, mais il y a aussi des milieux qui ont besoin d'eau pour fonctionner, pour se maintenir. Nous, dans quelques mois, on va publier un nouvel exercice qui consiste à croiser cette demande en eau future avec la ressource en eau potentiellement disponible dans le futur. Donc, ressource en eau potentiellement disponible dans le futur qui provient du projet Explore 2. Et donc, de regarder s'il y a une adéquation ou une inadéquation et dans quel bassin versant et à quelle période de l'année on observe une inadéquation entre la ressource potentiellement disponible et la demande qui pourrait advenir dans ces bassins versants. Et donc voilà, nous, notre idée, c'est de faire prendre conscience que dans certains territoires, à certaines périodes de l'année, les conflits d'usage pourraient soit s'intensifier, soit émerger. Et donc, c'est dans ces territoires qu'il faut travailler dès maintenant pour construire une réelle politique publique de l'eau. Vous avez mentionné le mot juste. Avant de partir en live, on a également mentionné la question des besoins. Quand on parle de juste, comment on opère? Enfin, c'est tellement difficile de se dire ce qui est juste et comment on mesure ce qui est juste, euh, ce qui est suffisant, ce qui est excessif. Euh, Est-ce que cette prospective nous aide à avoir une idée de combien est trop et combien est trop peu? Enfin, comment on utilise la prospective pour répondre à ces questions de justice, de, de superflu, de sobriété, etc., etc. Je pense que le juste, il se construit démocratiquement. Justement, l'idée, c'est pas être de pas être prescriptif et de dire c'est ça qu'il faudrait faire, ça il faudrait arrêter. C'est que localement, en fait, que les gens organisent un débat démocratique en toute transparence aussi sur qui prélève, qui consomme, pour faire quoi, que les chiffres soient mis sur la table et que les gens puissent discuter autour de ces données qui est bien sûr une prise en compte, ce que je dis souvent, des besoins des écosystèmes, que ça doit plus être le parent pauvre des politiques publiques, et donc que ce juste, en fait, il va se définir localement. Et je ne crois pas qu'il y ait un juste qui puisse être défini pour l'ensemble du territoire national. C'est super intéressant, évidemment, parce que le juste local et le juste national vont être différents. Et il y a une espèce de poupée russe, un emboîtement qui doit s'opérer pour être sûr qu'à tous les niveaux, tout fonctionne, même si l'eau est une ressource assez localisée. Au final, il y a des enjeux euh, que ça soit de forêt, que ça soit de minéraux. Enfin, par exemple, l'ouverture de la mine de lithium dans l'Allier nécessiterait énormément d'eau. Bah, ce lithium-ci serait potentiellement utilisé pour tout le reste de la France, pour l'énergie renouvelable. Donc, on a des défis croisés, tantôt territorialisés, tantôt nationalisés, et ils sont aussi entre ressources. Parce que si je comprends bien, vous faites également d'autres rapports sur d'autres ressources. Est-ce que ce croisement aux ressources
serait également une piste. Enfin, on a parlé d'énergie. Évidemment, l'énergie est un des facteurs importants sur le prélèvement en eau. Euh, on peut en penser à d'autres. Comment est-ce qu'il y a une co-conception ou une co-développement de ces études pour se dire, OK, si on ne peut pas les traiter de manière isolée, il faut que quand on parle de, de justice territoriale, il faut qu'on parle de tout, de toutes les ressources simultanément. Est-ce que c'est quelque chose qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, non, parce que c'est très difficile comme approche de penser la société comme un tout et les ressources comme un tout. Donc, en première approche, on est obligé de catégoriser et d'étudier par thématique la ressource foncière, la ressource en eau, la ressource forestière. Euh, Après, je pense qu'un exercice en effet d'agrégation pourra être fait, mais déjà, il faut comprendre comment est utilisée cette ressource, par qui et pourquoi. Et je pense que le débat, il doit aussi porter, vous l'avez mentionné, sur pour faire quoi? Parce que finalement, ben, l'agriculture, elle a besoin d'être irriguée pour faire pousser des fruits et des légumes. On a besoin généralement d'irriguer les parcelles. Mais la question, c'est on irrigue, mais pour faire quoi? Est-ce qu'on irrigue pour faire du maïs qui va être exporté pour l'alimentation animale? Est-ce qu'on irrigue pour relocaliser la production de fruits et légumes qu'actuellement on importe? Et je pense que le débat démocratique, il doit aussi être là. C'est la ressource qu'on utilise. On l'utilise pour faire quoi, in fine? On a couvert pas mal de choses. Vous avez mentionné que d'ici 2, 3 mois, on va avoir cette nouvelle étude qui va être cette fois-ci par rapport aux services, enfin les besoins des services écosystémiques en France. Il y a d'autres choses pressenties pour le futur, ou en tout cas, vous avez également parlé de l'ADEME qui va intégrer les demandes en eau. C'est un peu vers ces points-ci que qu'on peut s'attendre dans les mois et années à venir. C'est une généralisation de cette demande en eau dans différentes autres ressources et différentes autres thématiques. Tout à fait. Donc, il y a à très court terme, donc il y a une étude qui va croiser la demande en eau avec la ressource en eau disponible en intégrant les besoins des écosystèmes. À plus long terme, donc, on travaille avec l'ADEME pour intégrer le volet eau dans leurs différents scénarios prospectifs. Et donc, l'idée, c'est peut-être dans les études à venir de plus intégrer ce volet demande en eau virtuelle aussi, on en a parlé, importation, exportation d'eau, voilà. C'est des choses qui pourrait venir dans le futur. Un grand merci, Hélène Aramburu, pour ces précisions, ce décryptage, pour également ce rapport, parce que je trouve qu'il a le mérite d'être à la fois spatialisé et avoir l'échelon temporel, mais aussi faire ces prospectives. Je trouve personnellement que ça rapproche énormément la thématique de cette chaîne, qui est regarder tous les flux simultanément, tel un métabolisme. Donc, merci beaucoup pour cet entretien. Et je vous dis toutes à Si. tous à dans une semaine pour un nouveau live.